Comme Martine vous l'a très bien expliqué, c'est un groupe puissant qui s'est formé un peu dans l'ombre, assez éloigné du grand public. Moi, le propos que je voulais vous apporter, c'est devenu un sujet grand public en France pour plusieurs raisons. Et ensuite, il y a eu tout un battage médiatique là-dessus qu'on va vous expliquer. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans les années 2000, ils ont misé sur l'Asie. LVMH a misé sur l'Asie, a misé sur la Chine. Son groupe a grossi et en même temps, il y a eu les politiques des banques centrales qui ont arrosé l'économie financière mondiale de liquidités. Et du coup, ça a fait que ce groupe a grossi, que ce soit en bourse ou en termes de business avec son positionnement sur l'Asie. Et donc, du coup, c'est devenu quelqu'un de très puissant, ayant une position très puissante au niveau du capitalisme mondial. En face de ça, en France, il y a eu deux choses, je trouve, assez intéressantes. Il y a eu le documentaire auquel Dan faisait référence, donc de François Ruffin, Merci Patron, qui a apporté au grand public une réalité sociale sur ce qu'était le LVMH, ce qu'était l'entreprise de Bernard Arnault. Donc en décrivant le quotidien rude des travailleurs de ces ateliers. Et ensuite, François Ruffin quand même a mis le sujet Bernard Arnault sur la table. C'est un homme excessivement riche, le plus riche de France, l'un des plus riches du monde. Et on a ensuite vu pendant la réforme des retraites, donc récemment, les manifestations, contre la réforme des retraites. Une sorte de mouvement populaire où il y avait souvent, avec ce mouvement Taxer les riches, où Bernard Arnault était excessivement mis en avant, beaucoup plus que d'autres milliardaires, qui était un peu le symbole de l'enrichissement à foison, notamment durant le Covid, comparé à tous les gens qui travaillaient, aux caissières, aux premiers de corvée, pardon. Et donc du coup, il y a eu à ce moment-là quelque chose de tout à fait intéressant, c'est que sur les plateaux télé, vous avez un certain nombre d'éditorialistes, d'économistes qui sont montés au créneau pour défendre ce qu'était Bernard Arnault, une sorte de bienfaiteur, ou ce que représentait Bernard Arnault, ce qui était un peu le bienfaiteur de notre société. Il l'érigeait en modèle de réussite. Et donc nous, on a un peu travaillé là-dessus en essayant de déconstruire un peu ce mythe qui était mis en valeur de manière assez excessive sur les plateaux de télévision. Puisqu'il y a quatre choses, un peu comme Martine, excusez-moi, c'est la première fois que je me trompe de prénom, hein, depuis que je suis Mediapart. Comme Martine vous l'a bien expliqué, ils ont expliqué que c'était un méritocrate, un symbole de la méritocratie, donc évidemment c'était juste un patron, mais le fils d'un patron et le petit-fils d'un patron, c'est pas un financier. Avec cet aspect terrible de l'ériger en modèle de société, c'est que sont des carnassiers, sont les hommes d'affaires. Il y a un financier qui parle de lui, qui disait il a ce manque d'empathie caractéristique des grands bâtisseurs. C'est beaucoup de phrases comme ça. Et puis tu parlais tout à l'heure d'Antoine Bernheim, qui a été un de ses mentors en France. Avant sa mort, il faut lire cette interview d'Antoine Bernheim dans Capital, c'est en 2010. Il explique qu'il avait en gros deux entre guillemets fils spirituels, qui étaient Vincent Bolloré. Et donc il explique Bolloré m'a trahi, et sur Bernard Arnault il explique qu'il lui a manqué beaucoup de reconnaissance. Donc c'est quand même un milieu assez froid, terrible, où en fait les gens qui transmettent ensuite oublient complètement ces transmissions, et il y a trahison et ingratitude. Donc il y a ça en premier lieu. Et puis ensuite il y a l'aspect qui a été énormément abordé dans les médias, c'est l'aspect c'est un créateur. Et donc là, je posais une petite question à Romaric, qui est assez expert de ce sujet-là. Est-ce que un grand patron est un créateur en France? Est-ce que c'est grâce au grand patron que des milliers de familles vivent, que sont ces travailleurs, ou est-ce que c'est grâce aux travailleurs que le patron peut prospérer? C'est vrai que c'est une bonne question. Il suffit de faire une petite expérience en laboratoire. On va mettre Bernard Arnault tout seul et on va lui demander de créer quelque chose. Et puis on va mettre ses salariés tout seuls et on va leur demander de créer quelque chose. Voilà. On va les mettre en laboratoire comme ça et puis on va voir ce que ça donne, quoi. Alors Bernard Arnault, il peut créer de l'argent à partir de l'argent. Ça, Martine l'a très bien expliqué. Le problème, c'est qu'effectivement, si on se pose la question de savoir si c'est une chance pour la France,
En fait, il faut revenir simplement aux chiffres. L'ascension de Bernard Arnault, si Bernard Arnault est une chance pour la France, l'ascension de Bernard Arnault, elle est concomitante à la division par 3 de la croissance française entre les années 90 et aujourd'hui. Donc, on peut toujours dire que c'est pas assez une chance pour la France, ça c'est sûr. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est clairement pas quelque chose qui, enfin, c'est pas un homme qui a soutenu la croissance française suffisamment. Et en fait, bon, évidemment, tout ça, c'est la création d'un mythe. Vous le savez, hein, c'est la création d'une histoire. En fait, le capitalisme fonctionne à travers des histoires qu'on fait croire aux gens. Et là, effectivement, depuis une quarantaine d'années, avec l'émergence de l'ère néolibérale, on fait croire effectivement aux gens que, eh bien, la richesse monétaire est le symbole d'un mérite individuel. On individualise en quelque sorte les processus d'accumulation du capital. Et donc, on dit aux gens, bah voilà, si vous êtes pauvres, mes pauvres gens, c'est parce que, ou pauvres ou pas trop riches, c'est parce que bah, vous travaillez pas assez. Et Bernard Arnault, lui, il travaille beaucoup. Alors, il faut qu'il travaille beaucoup pour arriver là où il est. Vous comprenez bien, les journées n'ayant que 24 heures, il doit avoir au moins 3 jours de travail par journée par rapport à nous autres pauvres mortels. Bref, donc on a cette construction un peu de ce mythe du milliardaire créateur d'emplois. Un des exemples, peut-être vous l'avez vu, peut-être on le verra, c'est cette fameuse interview de Léa Salamé qui est en pamoison devant Bernard Arnault, qui en fait sait tout faire. Et qui explique le monde à cette pauvre Léa Salamé qui le découvre devant lui. Et en fait, ça dit quelque chose. Ça dit que c'est quand même un dirigeant du monde dans lequel on est. Mais ça, on en reparlera, notamment si vous avez le courage de rester jusqu'à 18h. J'essaierai d'en parler un petit peu en conclusion. Mais ce qui est certain, c'est que les emplois que crée Bernard Arnault, il les crée parce qu'il y a une demande et un savoir-faire. Et qu'on le veuille ou non, c'est pas Bernard Arnault qui fait le savoir-faire des gens, et c'est pas Bernard Arnault qui crée la demande. Alors peut-être qu'il sait là où est la demande, mais en l'occurrence, si c'était pas lui, ce serait un autre, ou plusieurs autres. Et peut-être que c'est ça, en fait, la vraie question. C'est que, en fait, même d'un point de vue purement capitaliste, l'existence... Moi, je suis assez surpris, comme l'a dit Mathias tout à l'heure, qu'on a des économistes mainstream qui défendent l'existence de milliardaires. En fait, même d'un point de vue capitaliste, le milliardaire, c'est une aberration, en fait. C'est quelque chose qui est une forme de détournement de la concurrence. C'est la preuve qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et Martine a très bien expliqué pourquoi ça ne fonctionne pas. C'est parce qu'en fait, ce sont des gens qui réussissent non pas parce qu'ils sont géniaux par rapport au reste de la planète, mais parce qu'ils ont d'abord du capital de départ, ensuite des réseaux dans les milieux financiers et économiques, et enfin des réseaux dans les milieux politiques. Et que c'est cette accumulation de 3 éléments qui font que, in fine, on se retrouve avec des gens qui accumulent un capital monstrueux, et monstrueux, je le dis à dessein, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Quand bon, les chiffres, on les a, je sais pas si on les a dit d'ailleurs. Non, mais je peux juste préciser, il y a un LVMH en France, c'est 39 000 emplois. C'est d'une certaine manière important, mais ça n'a rien à voir, par exemple, avec les entreprises de grande distribution, Carrefour, Leclerc, les banques, enfin toutes les que ce soit ou les anciens services publics, EDF, Orange, et j'en ai oublié un, enfin SNCF. Et donc voilà, c'est pas c'est très loin d'être le premier employeur de France. Et dans l'absolu, en fait, ils ont tellement racheté d'entreprises. Ils ont racheté tout leur écosystème en fait. Et du coup, ce qui se passe, c'est que évidemment qu'il y a des emplois induits
puisqu'en fait, LVMH, c'est une firme, ce qu'on appelle pivot dans le langage économique, c'est-à-dire que tous les emplois, même quand ils ne sont pas dans LVMH, non pas en contrat de travail avec LVMH ou avec les marques de LVMH, sont dépendants de fait des commandes et de la politique de prix que le groupe va faire. Romaric, tu voulais ajouter ? Ouais, il y a deux éléments qui sont importants. D'abord, premièrement, on ne crée pas des emplois dans le capitalisme parce que l'on est gentil, en fait. On crée des emplois parce qu'en fait, il y a une demande et qu'on a besoin, en fait, de produire. Donc, on crée des emplois pour ça. Donc, il n'y a pas de bienfaiteur, en réalité. Ça n'existe pas. C'est une histoire qu'on vous raconte. Mais effectivement, ça n'existe pas. Et la deuxième chose, c'est que, comme l'a dit Mathias à l'instant, LVMH, c'est l'histoire, en fait, d'une concentration, d'une double concentration, une concentration horizontale, où en fait il crée un groupe effectivement en rachetant des entreprises, notamment dans le cadre d'une politique particulière qui a été la politique des banques centrales depuis 25 ans et qui a favorisé en fait ces opérations financières. Mais ça, ce sont des opérations financières, ce ne sont pas des opérations de production. Et une forme de concentration verticale, notamment où la presse est un des éléments de cette concentration verticale, c'est-à-dire qu'en fait, on favorise eh bien, les débouchés de cette production, notamment par la publicité, et en ayant la main sur la publicité, on a la main directement et indirectement sur la presse, et on a du pouvoir, et avec le pouvoir, on peut faire des rachats, comme on l'a vu avec Tiffany, à bon marché, et vous voyez comment se construit en fait vraiment quelque chose qui est un monstre économique, c'est-à-dire qu'en fait, ça concentre du pouvoir, et en concentrant du pouvoir, en fait, ça fait moins bien marcher, même d'un point de vue... Vous verrez, si vous restez jusqu'à 18h, que je critiquerai Bernard Arnault d'une autre façon, mais d'un point de vue purement capitaliste, en fait, c'est un problème. Et d'ailleurs, Schumpeter était persuadé que c'était les milliardaires qui allaient affaiblir le capitalisme in fine, en le transformant, non pas en socialisme, mais en fait en un régime de rente. Et ça, c'est quelque chose quand même qu'on est un peu en train de voir, dans le luxe évidemment, mais pas seulement, évidemment aussi dans le domaine de la technologie. Mais je vois que nous avons largement dépassé... Ah non, nous avons encore 5 minutes, donc nous pouvons continuer. Pardon, c'est du direct. Donc on voit que, en fait, ça peut pas être une chance pour la France. Mais en revanche, ce discours de la chance pour la France, il est construit comme un symptôme, en fait, du pouvoir qu'a ce groupe et cet homme sur l'ensemble de notre société, à travers effectivement ce qui est le pouvoir traditionnel du capitalisme, qui est le chantage à l'emploi, ce qui fait que tous les politiques évidemment sont tétanisés. Et j'avais écrit un article en 2021 à l'époque où Attac avait noirci la vitrine de la Samaritaine, et où Anne Hidalgo avait dit mais enfin, s'attaquer à Bernard Arnault, c'est s'attaquer aux emplois. Donc voilà, on voit bien que les politiques sont à la fois tétanisés par cette chose-là. Puis il y a l'autre chose qui est évidemment l'emprise complète de ce monstre économique, à la fois sur la géographie, on le verra avec Paris tout à l'heure, et puis l'emprise sur la politique. Et Martine l'a très bien décrit, et on pourrait en fait, et on va en reparler évidemment aussi par ailleurs, cette emprise politique, elle est très forte. Et d'une certaine façon, le deal qui a été passé avec Bolloré autour de Lagardère, c'est aussi le signe de cette emprise. C'est-à-dire qu'en fait, ils se mettent d'accord pour avoir cette influence sur la création de l'opinion. Voilà. Mais ils créent l'opinion dans leur propre intérêt, effectivement. C'est pour ça que la presse a un rôle économique dans ce groupe-là. C'est une façon, en fait, de créer l'opinion pour se protéger. Évidemment des taxations excessives, des volontés politiques, mais aussi pour créer en fait de la demande pour leurs produits, et puis créer enfin ce mythe économique qu'on a décrit. Juste
deux autres points importants qui sont donnés juste sur le mythe, juste rapidement. Donc il y a beaucoup d'économistes qui défendent que LVMH paye énormément d'impôts en France, largement sa part. Donc en chiffres, en impôts sur les sociétés, il paye un peu plus de 2 milliards en France aujourd'hui, sur un total des profits groupes de 15 milliards. Et je voudrais juste vous citer l'Observatoire des multinationales, qui a révélé que 27% des filiales de LVMH se situaient dans les paradis fiscaux. Évidemment, il y a eu le scandale des OpenLux qui avait été révélé par nos confrères et nos consorts du Monde, qui expliquait que Bernard Arnault possédait 31 sociétés au Luxembourg, dont seulement 3 avaient une activité identifiable. Et enfin, il y a évidemment eu même des rapports de la Cour des comptes dessus sur les montants d'impôts économisés grâce à la fondation Louis Vuitton, qui était supérieure à 500 millions d'euros en 10 ans, qui est une méthode d'optimisation fiscale par l'art qui est répandue chez les milliardaires. Enfin, dernière idée reçue qui est quelque chose d'assez important. On a notamment vu sur un plateau de Cyril Hanouna des gens venir et dire que s'il avait 200 milliards d'euros, enfin si LVMH pesait 200 milliards d'euros en bourse, ça n'était pas dans la poche de Bernard Arnault. Et donc c'était la première fois qu'on entendait que les actionnaires n'étaient pas intéressés par le cours de bourse d'une entreprise. On n'avait jamais vu ça. Et ça, c'est une idée reçue qui est arrivée assez quand même régulièrement. Sachant qu'il faut savoir aussi que les chefs d'entreprise, au-delà du salaire qu'ils se versent, enfin quand ils sont propriétaires de l'entreprise, comme c'est le cas de Bernard Arnault, sont payés en actions gratuites, en dividendes, voire en rachat d'actions, exactement. Et je citerai juste un article de Martine qui disait que sur les 3 années, je pense que tu avais pris les années 2020, 2021, 2022, la famille Arnault s'était remonté 6,3 milliards d'euros de dividendes dans la holding familiale. C'est juste à titre de comparaison, Bernard Arnault il se paye 3,5 millions d'euros je crois par an. C'est le salaire moyen d'un patron du CAC 40, mais vous voyez que là il remonte 1000 fois plus dans la holding. Si vous voyez les écarts de grandeur sont très importants. Et ça, évidemment, quand votre entreprise monte en bourse, vous augmentez le montant du dividende. Le montant du dividende par action de LVMH était de 6 euros en 2018, il est de 13 euros maintenant. Donc voilà, donc ça fait plus que x2. Donc voilà. Sachant que c'est une fiscalité sur l'entreprise à ce moment-là et non sur le revenu. Exactement, c'est le principe des holdings, mais ça sera un sujet qu'on essaie de faire monter à Mediapart, mais voilà. Est-ce qu'il y a une petite séance de questions-réponses, Dan? Oui. Donc si vous voulez poser des questions, voilà, on est à votre disposition. Je vais prendre le micro et le distribuer dans la salle pour ceux qui veulent. On va prendre 2 ou 3 questions pour commencer. Et vous inquiétez pas, on le refera d'autres fois. Alors, y a-t-il des questions? Levez la main, n'hésitez pas. S'il y en a. Oui. Alors, monsieur, madame, et puis madame. Alors déjà merci pour cette journée, vous nous régalez. Moi j'avais une question, j'ai vu apparaître sur un encart qu'il vous a blacklisté. C'est quoi qui a précédé ça? Est-ce que c'est une cause de cette journée? Et combien ça vous impacte à Mediapart? Alors, c'est peut-être plutôt... Alors, merci pour cette question qui est un peu tôt par rapport au déroulé, parce qu'il y aura toute la table ronde média, etc. Mais Dan peut vous répondre sans trop de soucis. Du coup, je fais les questions et les réponses, c'est super. Alors, LVMH, il faut d'abord dire que LVMH répond parfois à Mediapart, notamment à notre journaliste indépendante ici présente, Florence Loève, qui a écrit un article sur un cas très précis d'une salariée discriminée. Ils nous ont répondu, ce qui leur permet de dire, mais on ne blackliste pas du tout Mediapart. En vérité, depuis au moins le printemps, et sans doute plus tôt, non seulement ils ne répondent pas à nos questions, mais ils n'accusent même pas réception de nos messages. Donc ça veut dire la responsable de la communication de LVMH ou des marques de LVMH, on envoie un message, 2 messages, 3 messages, ils ne répondent pas. Donc ça fait un moment. C'est pas la cause de cette journée. La cause de cette journée, c'est qu'on a estimé qu'on avait accumulé assez d'informations, assez de thèmes différents, assez d'articles pour pouvoir vous les présenter, les raconter. Voilà. Est-ce que c'est préjudiciable ? En vérité, oui, parce que c'est toujours mieux d'avoir des réponses aux questions qu'on pose. C'est-à-dire que parfois on a les réponses, parfois on ne les a pas, ou parfois on peut se tromper. Donc c'est toujours mieux d'avoir la partie qu'on met en cause qui nous répond. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Voilà, je passe le micro à madame qui avait levé la main également. Merci beaucoup, à la fois pour cette journée et pour les articles que vous faites paraître.
Cependant, en écoutant ce début de table ronde et d'un cycle, je me heurte à une question qui se pose parfois face aux articles. Est-ce que la pensée n'est pas trop engluée dans une lecture du classique du capitalisme? Voilà. Je sais que c'est difficile. Qu'est-ce que c'est une lecture classique? Ce que je veux dire, c'est qu'au fond, est-ce qu'on n'est pas dans un retournement, enfin c'est ma thèse à moi, retournement complet des forces productives, et que c'est ça qui est le support du RN. C'est-à-dire que l'intérêt fondamental que je porte, moi, pour vos travaux, c'est parce que nous voyons à travers eux venir, même si ce n'était pas dit, le développement des forces d'extrême droite. Cependant, comme ça a été un peu illustré par, je ne sais pas comment dire, un homme et puis tous les autres, sur une autre balance, on voit très bien que ce système ne peut pas tenir. Et c'est ça dont nous avons besoin de nous convaincre. Est-ce que quelqu'un veut répondre au moins sur la... Bon, merci pour votre réflexion. Je ne sais pas si on peut répondre, mais sur l'extrême droite, on doit pouvoir répondre. Quelqu'un a envie ? Allez-y. Moi, je sais pas. Enfin, pardon, madame, mais j'ai pas très bien saisi votre. J'ai pas très bien compris votre critique, mais je la prends avec beaucoup de sérieux néanmoins. Je sais pas. Nous, on essaye en tout cas, dans nos articles, précisément de montrer qu'il y a dans la gestion actuelle du capitalisme, qui pour moi est toujours le capitalisme, c'est-à-dire la volonté d'accumuler du capital à partir du travail humain, une forme d'impasse actuelle, et on a fait plusieurs articles sur le sujet, et que je crois d'ailleurs qu'il doit y avoir un article qui va sortir là, aujourd'hui, demain, sur le sujet, qu'un des symptômes de cette évolution, c'est une crise politique dont l'extrême droite profite, parce qu'elle a la possibilité, à tort, à notre avis, de se présenter comme une forme de solution protectrice face au chaos que le système économique est en train d'instaurer à plusieurs niveaux, au niveau économique pur, au niveau social et au niveau écologique, évidemment. Donc je ne sais pas si c'est ça que vous vouliez dire. En tout cas, nous, c'est la position c'est la position que moi je défends. Peut-être mes camarades en ont une autre dans mes articles. Voilà. Et en cela, notre ami, on va revenir quand même à LVMH. Notre ami LVMH est une forme de symptôme, parce que c'est aussi le symptôme de la fuite en avant de ce capitalisme en partie financiarisé, mais il n'est pas complètement financiarisé, mais en partie financiarisé, que l'on voit par des systèmes de concentration très forte de forces productives et de pouvoir pour essayer de survivre et de continuer à assumer son accumulation. Et en cela, l'alliance, encore une fois, avec Bolloré, me semble un élément qui va dans ce sens-là. C'est-à-dire que lui qui était plutôt proche, on l'a dit, de la famille Macron, etc., en fait, il s'entend très bien avec son copain catholique traditionnaliste, soutien de l'extrême droite, et qui est en train, en fait, d'amener l'extrême droite au pouvoir en France en partie. Donc voilà, moi je sais pas. Moi je peux juste rajouter une chose d'un point de vue purement économique, sur moins théorique et remarque. Sur l'aspect RN, on lit souvent la désindustrialisation à la montée du RN dans certaines zones. Juste LVMH n'est pas un moteur de la réindustrialisation en France. Juste pour l'expliquer, je vous disais tout à l'heure, il y a 39 000 emplois de LVMH en France. C'est sur 215 000. Ils ont en gros, environ 10% de leurs ventes, c'est en France. Ils font leurs ventes. Ils ont principalement leurs employés qui sont axés vers l'Asie et un peu les États-Unis.
Mais voilà, ça n'a pas été moteur. C'est beaucoup dit dans le discours, c'est normal, c'est le nouveau discours. Dès qu'une entreprise crée des emplois quelque part en France, elle dit qu'elle participe à la réindustrialisation, au métier de l'artisanat, etc. Et donc de lutter contre ce mouvement de désindustrialisation et des territoires où il y a l'extrême droite qui monte, etc. Bon, évidemment, l'LVMH, c'est pas trop l'entreprise qui va lutter contre ce mouvement. Voilà, pour être très concret. Je vais compléter parce que non seulement LVMH crée peu d'emplois en France, mais aussi a beaucoup délocalisé et continue à beaucoup délocaliser. Et sa fortune aussi est liée à un mouvement de mondialisation du capitalisme qu'on a vu à partir des années 2000 et qu'il est aujourd'hui aussi comme les autres. Et vous regardez lié à des difficultés où la Chine, parce que Monsieur Bernard Arnault est vraiment contre les socialo-communistes, mais les socialo-communistes ont beaucoup contribué à sa fortune. Et en France, au départ, et la Chine a été un des grands mouvements où le groupe a réalisé des ventes extraordinaires pendant des années, etc. Et vous le voyez aujourd'hui, alors que la Chine connaît des difficultés économiques importantes, qu'il y a aussi des remises en cause des modes de consommation en Chine. Et vous voyez que LVMH aujourd'hui rencontre des difficultés vis-à-vis et c'est aussi à cette crise-là du capitalisme qu'on assiste, c'est-à-dire que vous avez un mouvement de fragmentation du monde, de démondialisation qui est à l'œuvre et dont on ne sait pas très bien, et en même temps une baisse tendancielle du profit, pour reprendre une expression favorite de Romaric, et donc effectivement, où à un moment ça demande, et c'est là-dessus aussi que le RN prospère sur le malaise et sur le dérèglement du système économique. Merci les amis. Je propose comme on a un programme assez dense, qu'on passe à la première table ronde. Donc merci beaucoup à vous trois. Et Radija Zerwali arrive.